Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Un lundi de vacances synonyme pour certains de galère. La grève des contrôleurs aériens d'Orly a entraîné l'annulation de 60% des vols. La situation ne devrait pas s'améliorer cette semaine. Et puis, peu d'espoir ce soir de sauver Air Littoral. Le repreneur vient en effet d'annoncer son retrait. Nous écouterons la réaction des salariés dans ce journal. L'autopsie pratiquée sur le corps de Marco Pantani vient de donner ses premiers résultats. Le cycliste est décédé des suites d'une congestion pulmonaire et d'un œdème cérébral. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est exclue. La France veut décrisper ses relations avec Israël. C'est la première fois depuis 16 ans qu'un président israélien vient en visite d'État en France. Une visite délicate pour Moïse Katsaf. Une sécurité olympique pour les prochains JO qui se dérouleront en août prochain à Athènes. Le budget sécurité est 3 fois plus important qu'à Sydney en 2000. Les campagnes anti-alcool au volant portent leurs fruits. Les Français réduisent leur consommation aux grandes dames des restaurateurs. Et puis à la fin de ce journal, vous découvrirez le mystère du dragon, une drôle de bête retrouvée dans du formol en Angleterre. Les scientifiques s'interrogent. Les vacances de février ont donc commencé dans la pagaille pour tous ceux qui avaient prévu de prendre l'avion au départ d'Orly. 60% des vols sont annulés aujourd'hui, même perspective jusqu'à vendredi. Et c'est la conséquence d'une grève des contrôleurs aériens. Ils protestent contre un projet qui réorganise le contrôle aérien en région parisienne. Virginie Tumortiki, Mathieu Birden. Avec 60% de vols suspendus, prendre un avion à Orly aujourd'hui, c'était un peu un jeu de hasard. Il y a les chanceux. J'ai téléphoné ce matin à Air France et voilà, ils m'ont dit bon, vous avez de la chance pour pouvoir rentrer à la maison. Le repêchage de dernière minute. Le vol qu'on devait prendre a été supprimé et donc il a fallu qu'on téléphone pour être mis sur un autre vol. Et puis il reste les perdants. On a passé toute la nuit dans un avion en venant de Singapour et puis surprise en arrivant, les vols sont annulés. Et il n'y a rien à faire? Non, il n'y a rien à faire, on nous a dit. Et les billets ne sont même pas remboursés. À l'origine de ces perturbations, la grève des aiguilleurs du ciel d'Orly. Ils s'opposent au projet du ministère des Transports, transférer les activités de contrôle d'approche de l'aéroport d'Orly dans un centre unique à Roissy. Ça a quand même une implication assez grave sur la vie des contrôleurs qui travaillent à Orly. On n'a pas vu de dossier technique, il n'y a pas eu de débat. C'est-à-dire que s'il y avait eu débat, il n'y aurait certainement pas eu de grève. Avec 3 centres de contrôle aérien séparés, les aéroports parisiens font figure de retardataires. Roissy est aujourd'hui un aéroport parmi les plus grands du monde, 6e mondial. C'est le premier aéroport européen. Orly est parmi les plus grands aéroports européens aussi. Si tous les contrôleurs qui gèrent le trafic des deux aéroports sont dans la même salle de contrôle, ça facilite grandement les échanges entre eux, ça améliore la sécurité et ça donne des perspectives d'avenir qui sont nécessaires. Les grévistes ont rencontré leur direction ce matin. Pour l'instant, pas d'accord. La grève devrait même s'intensifier demain et mercredi et perturber également le trafic de Roissy. Oui, alors face à ces perturbations attendues pour l'ensemble de la semaine, la SNCF a décidé de mobiliser entre 2000 et 8000 places par jour pour accueillir donc les voyageurs qui n'auront pas pu prendre un avion. Et puis à Montpellier, l'avenir d'Air Littoral semble plus que jamais compromis ce soir. La direction de la compagnie vient d'annoncer en effet que le groupe financier Alain Duménil avait décidé de se retirer. La liquidation judiciaire est donc désormais plus que probable. Le tribunal de commerce de Montpellier se réunira d'ailleurs sur cette question mardi prochain. Séverine Lebrun, Philippe Jasselin. Au siège d'Air Littoral, tout le monde attendait un geste du repreneur. Il avait promis 1 million d'euros pour sauver la compagnie et finalement il se désiste. Le sort d'Air Littoral semble définitivement scellé. Déjà cet après-midi, les salariés ne se faisaient plus trop d'illusions. On est un petit peu blindés, mais enfin on commence à être au bout du rouleau là maintenant. Tous. On a travaillé, on a continué pour que la compagnie continue, survive et tout, mais bon là maintenant on est en train de nous achever quoi, c'est clair. La liquidation judiciaire, un scénario qui a un air de déjà-vu. L'année dernière, le ciel français a connu l'hécatombe. Air Libre le 17 février, Euralair le 3 novembre, Aéris le 7, 3 compagnies françaises dans la tourmente et près de 4000 salariés sur le carreau. Des petites compagnies régionales pas assez solides pour assumer des coûts de fonctionnement toujours plus élevés. Taxes d'aéroport, charges sociales, la concurrence des compagnies à bas coût s'est accrue. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans plus tard, Air Littoral est enfin libre. 2 ans
Pour résister, les petites compagnies doivent trouver leur place. Elles doivent éviter de copier le modèle économique d'Air France, c'est-à-dire un grand réseau, beaucoup de personnel, des frais fixes très importants. Elles doivent au contraire se positionner sur des lignes secondaires, des niches, comme le font d'ailleurs Ryanair et EasyJet, qui ont su se positionner sur des lignes où personne n'allait. Les ex-salariés d'Air Libre en savent quelque chose. 1 an après la faillite, ils sont encore près de 1000 sans travail, car le secteur aérien français n'offre pas beaucoup de perspectives. J'ai connu AOM, j'ai connu Air Libre, j'ai connu Aéris. Aujourd'hui, c'est l'interrogation, je ne sais plus. Si on veut être sûr de travailler à long terme dans une bonne compagnie, il faut viser Air France. C'est vrai. Air France, un géant en situation de quasi-monopole. Chaque année en France, sur les 57 millions de passagers transportés, 86% le sont par la compagnie nationale. Une domination bientôt renforcée par la fusion avec le néerlandais KLM, l'ensemble deviendra le premier groupe aérien mondial en termes de chiffre d'affaires. Alors avec nous en direct le commandant Yvan Fam, vous travaillez à Air Littoral. Est-ce que pour vous, cette défection du repreneur Alain Duménil signe l'arrêt de mort en quelque sorte de votre société ? Oui, Madame Gessler, bonsoir. Effectivement, c'est le fait que M. Duménil se retire de la course pour reprendre Air Littoral signe effectivement l'arrêt de mort de la société. Mais je pense malheureusement que l'arrêt de mort avait déjà, si vous voulez, été signé vendredi, lorsqu'on nous a retiré notre CTA. Et qui a permis, si vous voulez, en fait, aux avions de ne plus pouvoir voler et de ne plus pouvoir assurer les lignes que l'on faisait. Mais comment vous expliquez qu'il n'y a jamais eu finalement de repreneur crédible, viable? Ça veut dire que votre société n'intéresse personne? Qu'on ne peut pas la sauver? Notre société non, pas du tout. Notre société a intéressé différents repreneurs. Il y a eu des repreneurs qui ont eu effectivement peut-être quelques soucis pour arriver à mettre la somme désirée pour reprendre la société. Le dernier en date, M. Duménil, avait les moyens de reprendre cette compagnie aérienne, mais je pense qu'il n'a pas dû du tout être aidé au niveau gouvernemental. Lorsqu'on nous a retiré notre CTA, ça a vraiment été le coup de grâce. Si ce CTA avait été resté, si vous voulez, dans la compagnie, aujourd'hui nous aurions volé. Et je pense que M. Duménil aurait sans doute été beaucoup plus rassuré en ayant comme partenaire pour la reprise d'Air Littoral le gouvernement à ses côtés. Merci beaucoup pour cette réaction à chaud donc sur le retrait qu'on vient d'apprendre, le retrait du repreneur potentiel Alain Duménil et donc sur l'avenir d'Air Littoral. Et je vous le disais, le tribunal de commerce qui doit se réunir mardi prochain pour justement décider de la suite de cette affaire. Je vous le disais en titre, l'autopsie pratiquée sur le corps de Marco Pantani vient de donner les premiers résultats. Le champion italien est décédé à la suite d'un œdème cérébral et d'une congestion pulmonaire. Pour l'instant, les médecins restent très prudents sur la façon d'interpréter ces résultats. Il faudra encore attendre de nombreux examens. Mais à Rimini, en Italie, cette mort tragique continue à bouleverser. Correspondant Gérard Grisbeck, Romain Potocchi. Sur la porte de la chambre d'hôtel, la police a posé les scellés. Depuis la mort du champion, personne n'a pu pénétrer. Nous avons retrouvé l'homme qui a découvert le corps de Marco Pantani. Employé de l'hôtel, il est encore sous le choc et refuse de montrer son visage. Il accepte de parler pour la première fois. J'ai poussé la porte et je suis entré. Au début, j'ai pensé qu'il n'y avait personne. Puis je suis monté sur la mezzanine et il était là, étendu par terre, sur le côté. Je ne pensais pas qu'il était déjà mort. La presse italienne trace le portrait d'un homme qui avait sombré dans la dépression et vivait reclus dans une chambre d'hôtel depuis une semaine. Certains clients s'étaient même plaints d'avoir croisé quelqu'un proférant des paroles incohérentes. Suicide ou non, le mystère reste entier. Pour le moment, le procureur fait preuve de prudence. Personne n'a parlé de suicide, ni moi ni un autre. Je ne me prononcerai pas jusqu'au résultat de l'autopsie. L'autopsie, justement, a commencé aujourd'hui à la morgue, autour de cette équipe de médecins. Et le dernier cri de colère après la mort du champion est venu d'un de ses meilleurs amis qui se trouve actuellement en Italie. Quand Pantani gagnait, tout le monde était à ses côtés. Hier, il est mort seul. Pour cela, nous sommes tous coupables. L'amitié de Maradona avec Pantani s'était aussi nouée dans la consommation de drogue.
Depuis la mort de Marco Pantani, l'Italie vit au rythme des mea culpa. Reste à savoir si l'émoi provoqué par la mort du champion va permettre de briser les liens étroits qui existent aujourd'hui entre le sport, l'argent et la drogue. Oui, et cette fin tragique de Marco Pantani pose en fait la question plus large de la gestion de fin de carrière de ces sportifs de très haut niveau. Pendant des années, on les pousse psychologiquement et physiquement à se surpasser. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent seuls à devoir assumer une vie sans compétition, sans but. Nathalie de Rinxin. Le déclin de la carrière de Marco Pantani commence en juin 1999. Un contrôle inopiné sur le Giro, un taux hématocrite trop élevé, la star du cyclisme italien doit se retirer. 10 mois après sa victoire sur le Tour de France, Pantani fait de nouveau la une de l'actualité. Traqué, soupçonné de dopage, depuis cet été, Pantani était un homme seul. Et d'un coup, on n'est rien, on n'a pas de salaire qui rentre le mois suivant, on n'a pas les journalistes qui nous courent après, on n'a pas le foule qui nous réclame quand on marche dans la rue. C'est vrai, c'est un grand vide. Où s'arrête le dopage, où commence la toxicomanie? La frontière entre ces deux mots est encore floue. Seule certitude, après la gloire, après la victoire, certains sportifs de haut niveau présentent quelques signes de faiblesse, notamment à la fin de leur carrière. La population des anciens sportifs ou des personnes ayant une activité physique très intensive représentait pratiquement 10% des personnes confrontées à des problèmes d'alcoolodépendance, d'héroïnodépendance ou d'abus de cocaïne. Jérôme Chiotti est un ancien coureur cycliste, un ancien coureur dopé aussi. Pour lui, le dopage et l'addiction sont intimement liés. D'ailleurs, les gestes sont similaires. Moi, je ne le faisais pas sur le canapé, mais je les faisais dans la salle de bain ou dans les toilettes avec la parfaite gestuelle du toxicomane. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend que Marco Pantani, par exemple, a eu des problèmes de drogue après derrière, eh bien, moi, je regrette, mes coureurs cyclistes de très haut niveau, je ne vais pas généraliser, mais pour la plupart sont dans cette gestuelle de toxicomane. Adulé, admiré, puis oublié, le destin tragique de Marco Pantani est là pour nous rappeler que la vie des sportifs de haut niveau ne ressemble à aucune autre. Aujourd'hui en France, des actes de violence ont touché 2 établissements scolaires. Tout d'abord à Nîmes, des inconnus ont défoncé le portail d'entrée d'un collège. Ils ont utilisé une voiture volée qu'ils ont incendiée à l'intérieur de l'établissement. Il s'agit d'un collège situé dans un quartier populaire de Val-de-Bourg, classé récemment comme l'un des 23 sites sensibles par le ministère de l'Intérieur. Heureusement, l'incendie a été rapidement maîtrisé par les secours. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Et puis à Montpellier, c'est une école qui a été vandalisée. Il faut dire que c'est la 4e fois en moins d'un mois que cet établissement du quartier de la Paillade est ainsi touché par des actes de violence. Francis Massoyer. Les pompiers arrivent très rapidement à l'église Saint-Paul de la Paillade. Plusieurs traces d'effraction sont constatées. 2 départs de feu vers 15 h sur l'autel et dans un local technique. Le ou les incendiaires s'en sont pris aux objets religieux. Le symbole très fort du livre du missel brûlé. Et au premier étage, au rez-de-chaussée, donc une salle où semble-t-il il y avait des cours de catéchisme, donc des livres aussi, là, tous les livres ont été brûlés volontairement. Troublante coïncidence, peu avant 18 h, un temple protestant a lui aussi été vandalisé dans le même secteur. Un quartier visé à plusieurs reprises par des malfaiteurs ces dernières semaines. Samedi soir, cette école maternelle a été saccagée pour la 4e fois. L'alarme s'est déclenchée, les vandales ont pris la fuite. Pour l'instant, les enquêteurs ne font aucun lien entre ces différentes affaires. Des relevés d'empreintes permettront peut-être de confondre les coupables. Cet après-midi, le médiateur de la République, Bernard Stasi, a remis un rapport au Premier ministre pour créer une haute autorité destinée à lutter contre toutes les formes d'inégalité. Et elles sont nombreuses, ethniques, religieuses, de sexe, de conviction ou de handicap. Et la récente agression d'un homosexuel dans le nord de la France montre qu'il y a encore de la route à faire pour combattre l'homophobie dans notre pays. Ceux qui en sont victimes vivent parfois un calvaire au quotidien. Nabila Tabouri, Nathalie Gallet. Pascale Ourby est comédienne, mais depuis 4 ans, les seuls personnages qu'on lui propose sont ceux de transsexuels paumés et suicidaires. Un rôle de composition qu'elle refuse. Sa transsexualité, elle dit la vivre sereinement. C'est le regard des autres qui est douloureux. N'importe quel acte de la vie quotidienne est selon elle pénible. Un chèque au nom de monsieur, vous avez l'air d'une dame. Tout de suite la caissière va dire ah, vous êtes sûr que c'est vous, etc. Ça fait un peu la comédie de l'Arte. Tout le monde est autour et essaie de regarder. Quand je vais à la poste chercher mon courrier recommandé, c'est la même chose. Et ils veulent être sûrs au début que c'est moi, puis après tous les gens rient. Même s'ils rient pas, mais c'est très éprouvant, c'est humiliant quand c'est tous les jours.
sans parler des discriminations à l'emploi et au logement que subissent les transsexuels et les homosexuels. Membre d'ACT UP, Pascale Ourby milite depuis des années pour la suppression de la mention du sexe sur les pièces d'identité. Elle réclame aussi une loi contre les actes et insultes homophobes. Sarkozy, si on l'insulte, on fait un mois de prison. Et moi, si on m'insulte ou même si on me frappe, tout le monde s'en fout. Donc, c'est ça que je ne suis pas considérée comme n'importe quelle citoyenne. Je suis une citoyenne peut-être de seconde zone. Sur le terrain, les associations constatent également une augmentation des actes homophobes. La récente agression d'un homosexuel dans le Nord ne serait pas une exception. 12% des témoignages qu'on a reçus l'année dernière concernent des agressions physiques, 89 témoignages d'agressions physiques l'année dernière en 2003. Ça, c'est très inquiétant. Donc l'agression dont on parle actuellement beaucoup, l'agression de Nolémine, elle est effectivement atroce et horrible, mais il faut bien s'imaginer que c'est quelque chose qui existe et qu'on entend régulièrement nous sur notre ligne d'écoute. Peut-être un espoir pour les victimes, la mise en place prochainement d'une haute autorité indépendante chargée de lutter contre les discriminations de tout ordre. Hier à Brive, un homme de 45 ans a été mis en examen pour viol sur un collégien de 13 ans. Il est aujourd'hui placé en détention provisoire, multirécidiviste. Il avait déjà été condamné 3 fois pour agression sexuelle. Frédéric Rota, Sébastien Spitzer. Il sortait à peine de prison de 4 années de détention pour les mêmes faits, agression sexuelle sur mineurs. L'homme, âgé de 45 ans, s'était installé à Brive depuis peu et avait réussi à gagner la confiance de plusieurs adolescents, mais aussi celle des parents de Christopher, un jeune garçon de 13 ans. Cette confiance aveugle, aujourd'hui, la mère incapable de s'exprimer et Jérôme, son compagnon, la paie très cher. Ils avaient autorisé l'enfant à partir quelques jours avec son agresseur. Il était gentil, aimable, souriant, il venait souvent à la maison boire un coup, aimable, mais en fait c'est un gros manipulateur de première. Il nous a détruit notre vie, quoi. Il a détruit la mère, il m'a détruit moi, il a détruit le père de Christopher, il a détruit son petit frère, il a détruit, et tout l'entourage de Christopher a détruit. On est tous dans un état de choc. Plusieurs témoins avaient vu l'homme à la sortie du collège de Brive, mais il semble qu'il agissait dans toute la région. 2 autres adolescents ont eux aussi subi une agression. Il les avait rencontrés en ville, à Tulle, dans des débits de boissons. Il avait sympathisé avec eux et il les accueillait souvent à leur domicile. C'est la première fois qu'une affaire de ce genre perturbe la vie du collège de Brive. Les parents de Christopher ont éloigné leur enfant de la ville, mais il reste ses copains, ceux de sa classe. Dès l'annonce de l'arrestation du pédophile, une cellule psychologique a été mise en place. C'était à mon sens même indispensable, oui. Vu les bruits qui commençaient à courir et ce qui avait été les peurs qu'avaient pu avoir les élèves, parce qu'ils pensaient que leurs copains pouvaient avoir des choses graves, quoi. Mis en examen et incarcéré, l'agresseur encourt cette fois une peine de 20 ans de réclusion. Et on s'arrête un instant sur cette initiative américaine pour combattre justement la récidive. Dans l'État de Washington, des volontaires sortis de prison se sont regroupés dans un même immeuble. Entraide, surveillance mutuelle et réinsertion. Un bilan positif, comme nous le montre ce reportage d'Alain de Chalvon et Aaron Diamant. Spokane, 200 000 habitants perdus dans les grands espaces nord-ouest des États-Unis. Une petite ville sans problème dont on n'aurait sans doute jamais entendu parler s'il n'y avait cet immeuble. Et ce petit bout de femme, propriétaire du dit immeuble. Un jour, un gars tout juste sorti de prison est venu ici à demander une chambre et il m'a précisé qu'il était un délinquant sexuel. Il m'avait l'air d'être un type bien, il ne savait pas où loger, alors j'ai dit ok, on va faire un essai. 2, 3, puis 4 délinquants sexuels sont venus et depuis il n'y a plus que cela dans cet immeuble, une cinquantaine en tout, ce qui constitue une expérience unique au monde. Ils sont locataires payants, libres mais surveillés. Les mineurs sont interdits d'accès dans l'immeuble. On a des caméras de surveillance, ils doivent signaler leurs entrées et leurs sorties. Les visiteurs ne sont pas admis pour la nuit, pas de drogue, pas d'alcool et surtout, ils savent que nous surveillons. L'originalité du système, c'est l'autosurveillance. Les 4 réceptionnistes de l'immeuble sont eux-mêmes des délinquants sexuels. Armando, par exemple, sort tout juste de 6 mois de prison pour pédophilie. Il y a des choses que je remarque parce que ça m'est arrivé. Il y a des signes. Par exemple, si un délinquant, après une conversation avec Linda, dit « Elle est comme ma maman », c'est un drapeau rouge, un signe.
Quand ils commencent à m'appeler maman, c'est résolument drapeau rouge. Parce que ça veut dire qu'ils essayent de m'amadouer exactement ce qu'ils feraient avec leurs victimes. Charles, ancien prêtre orthodoxe condamné à 5 ans de prison pour tentative de viol sur un jeune de 13 ans, participe ainsi à ce système de délation qu'il vit positivement, comme un système d'entraide. Je peux aider les gens, les délinquants sexuels qui se battent contre eux-mêmes. Je peux les aider dans leur thérapie psychologique ou leur programme médical parce que je suis passé par là. Nous ne voulons pousser personne à la délation, mais si on les prend avant qu'ils ne passent à l'acte, c'est mieux pour eux, parce que ça leur évite de passer le reste de leur vie en prison. Alors on essaye de les stopper avant qu'il ne soit trop tard. Dernier élément clé du système, l'officier de probation judiciaire présent dans l'immeuble. Il surveille les progrès des locataires ou les éventuelles rechutes au jour le jour. Il représente la loi et pourrait, le cas échéant, renvoyer un déviant en prison. Alors évidemment, dans le quartier, on regarde l'immeuble avec une certaine défiance. Ça fait un peu peur, mais jusqu'ici, on n'a pas eu de problème, alors on doit vivre avec. On n'aime pas que ces gens-là soient ici, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire un jour. Reste que depuis 5 ans qu'est menée cette expérience, aucun locataire n'a jamais récidivé, du moins tant qu'il résidait dans l'immeuble. Cela faisait 16 ans qu'un président israélien n'était pas venu en visite d'État en France. On comprend alors toute la portée symbolique du voyage de Moïse Katsav. Il vient d'être reçu par Jacques Chirac, une façon pour les deux pays de décrisper des relations parfois chaotiques. Bertrand Coq, Francis Forger. Les Champs-Élysées pavoisés aux couleurs de l'État d'Israël et tous les fastes de la République pour accueillir Moshe Katsav, le président israélien. Au premier jour de sa visite d'État, le président Katsav a d'abord sacrifié au rituel du dépôt de gerbes devant le soldat inconnu. Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été déployées. L'événement est d'abord diplomatique. Cette visite, la première depuis 16 ans, intervient alors que les relations entre la France et Israël ont besoin d'être relancées. Les divergences sur la question palestinienne et la recrudescence d'actes antisémites en France ont alimenté les frictions et nourri l'incompréhension. En recevant son homologue israélien, le président Chirac lui a réaffirmé l'attachement de la France à la sécurité d'Israël. Quant à l'antisémitisme, le message est encore plus clair. Nous sommes et nous serons intransigeants sur cette question. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous n'acceptons pas les mauvais procès qui, parfois, nous sont faits et qui atteignent ou attentent à l'honneur de la France. L'antisémitisme lance un défi aux principes qui fondent la République française, a répondu Moshe Katsav, avant de souligner l'action du président Chirac pour garantir la sécurité des Juifs de France et dans le domaine de l'éducation. Ces 3 prochains jours, Moshe Katsav sera reçu par les plus hautes autorités de la République. L'occasion de renouer des relations bilatérales mises à mal par la persistance du conflit israélo-palestinien et ses répercussions dans la société française. En direct de Jérusalem, nous retrouvons Charles Anderlin. Bonsoir. Alors il faut rappeler qu'en Israël, le poste de président est un poste purement honorifique. Tout à fait. Le président Moshe Katsav a des fonctions surtout honorifiques, surtout symboliques. Mais personnalité, homme politique de droite modérée, il est très populaire dans certaines couches de la société israélienne où on suit de très près chaque détail de son séjour en France. Au plan politique, le gouvernement Sharon attend très peu de cette visite, si ce n'est une amélioration de l'atmosphère des relations entre les deux pays. Cela ne pourra que contribuer aux échanges bilatéraux qui vont plutôt bien. Par exemple, la France est la principale destination des touristes israéliens en Europe, 250 000 par an. Cela sans évoquer la coopération militaire. Il n'y a plus d'embargo français sur les armes à destination d'Israël. Merci beaucoup Charles. Et pour être tout à fait complet, il faut souligner que plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Paris pour protester contre la construction du mur. Vous le savez, l'État hébreu fait construire un mur pour matérialiser la ligne de séparation avec la Cisjordanie. Et du côté des États-Unis, la France veut aussi jouer la carte du réchauffement. La preuve, 1 an après les déchirements sur l'Irak, eh bien, Jacques Chirac a reçu à l'Élysée une délégation d'hommes politiques américains. Claude Sampère, Édouard Perrin. Ces hommes sont des parlementaires américains reçus ce matin à l'Élysée par Jacques Chirac en personne.
Une visite importante qui valait bien une photo. Vous voyez tout le monde? Oui. Après des mois de brouille entre la France et les États-Unis au sujet de l'Irak, l'heure est au rapprochement. Ces parlementaires viennent de créer au Congrès américain le premier groupe d'amitié entre la France et les États-Unis. C'est un grand plaisir de visiter la France, de participer avec le président de la République dans ces discussions, de rétablir l'amitié historique entre la France et les États-Unis. Et de tourner la page des difficultés du passé. La France, en tout cas, a décidé de recevoir ces parlementaires au plus haut niveau des autorités de l'État. Un peu plus tôt, c'est le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui les accueillait pour une séance de travail. Ensuite, la délégation américaine s'est rendue au Sénat pour un déjeuner. Ces derniers mois, la presse américaine et quelques parlementaires s'étaient déchaînés contre la France. Aujourd'hui, certains dans les deux pays veulent tout faire pour établir des liens solides entre les deux pays. Nous avons été en désaccord sur la guerre en Irak, mais aujourd'hui, on doit dépasser tout cela. Demain, ces parlementaires rencontreront des députés et des chefs d'entreprise français. La politique de réchauffement se poursuit à petits pas. Le prix World Press attribué au Français Jean-Marc Bouju. Chaque année, les meilleures photos utilisées par les médias sont récompensées par un jury de professionnels. Et le cliché que vous voyez eh bien, représente un prisonnier irakien et son fils dans un camp près de Nadjaf en Irak. Il a été pris pendant la guerre au mois de mars. Jean-Marc Bouju travaille pour l'agence américaine Associated Press. En Australie, des émeutes se sont déroulées dans un quartier de Sydney, principalement occupé par la communauté aborigène. Des violences qui font suite à la mort d'un jeune aborigène. Sa famille et ses amis affirment que la victime est décédée alors qu'elle était poursuivie par la police. Une enquête a été ouverte. Il faut rappeler que les aborigènes sont 400 000 en Australie et forment toujours une minorité encore largement marginalisée. C'était Sydney justement qui avait accueilli les précédents Jeux Olympiques en 2000. À l'époque, on disait déjà que l'Australie avait dépensé une somme record pour assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs. Eh bien, le record est d'ores et déjà battu par la Grèce qui ne lésine pas sur les moyens pour assurer le bon déroulement des prochains Jeux en août prochain. Loïc Delamornay, Emmanuel Beck. Gare du Pirée dans le port d'Athènes. Sur les quais, un engin explose, libérant un gaz toxique. Plusieurs passagers s'écroulent immédiatement et le dispositif antiterroriste se met en marche. Faux journaux télévisés, mais vrais policiers, cet exercice baptisé Odyssée Bleue a occupé 1200 hommes durant 3 jours. Explosion dans un stade, attentats chimiques et bactériologiques, prise d'otages en mer, la police grecque doit affronter plusieurs exercices de ce type d'ici au mois d'août prochain. Pour ses premiers Jeux d'été de l'après 11 septembre, Athènes a dû s'engager auprès du comité olympique à assurer une sécurité sans faille. Nous dépensons 650 millions d'euros pour la sécurité des Jeux. On a déployé des forces énormes. Des policiers, des pompiers, des militaires, 41 000 hommes au total. On n'a jamais vu ça ici en Grèce. C'est 3 fois plus que le budget et les moyens de sécurité mis en œuvre à Sydney en l'an 2000. Depuis quelques mois, la ville d'Athènes voit fleurir ces petites boules noires au perché, des caméras panoramiques. 1300 vont être réparties à chaque coin de rue. Elles sont en plus équipées d'un micro pour détecter tout bruit suspect et d'un haut-parleur pour, le cas échéant, guider une foule paniquée. Même dispositif draconien dans les hôtels, les grands établissements devront voir un contrôle au rayon X à l'entrée et là encore, augmenter le nombre de caméras à tous les étages. On va ouvrir une nouvelle salle avec une vingtaine de personnes qui sont toujours dans la salle, 24 heures sur 24, avec une totale de 80 caméras. Les autorités certifient n'avoir reçu aucune menace terroriste précise pour les Jeux. Mais la police grecque ne veut rien laisser au hasard, d'autant que les Américains ont beaucoup d'exigences en matière de sécurité. D'ailleurs, 400 d'entre eux participeront au prochain exercice le mois prochain. Dans 3 semaines, des élections législatives se dérouleront en Grèce et le scrutin s'annonce serré. Mais la campagne électorale a soigneusement évité tout débat, toute polémique sur les Jeux Olympiques. C'est exceptionnellement le temps d'un consensus sacré. En France, mobilisation cet après-midi autour de l'ancien activiste d'extrême gauche Cesare Battisti, arrêté mardi dernier. L'Italien pourrait être extradé dans les prochains mois. Installé depuis 15 ans dans notre pays, il s'était reconverti en écrivain de romans policiers. Christophe Widman, Didier Dahan.
Écrivains, hommes politiques de gauche ou simples amis, c'est le comité de soutien de Cesare Battisti, aujourd'hui, devant la prison de la Santé. Quelques dizaines de personnes qui exigent la libération de cet ancien activiste devenu écrivain. Dans l'Italie des années 70, Cesare Battisti est un militant de la lutte armée. Accusé de 4 meurtres qu'il a toujours niés, il est condamné par contumace à perpétuité. Il y a 15 ans, il se réfugie en France. Auteur de polar, il écrivait son 11e roman quand la police antiterroriste l'a interpellé chez lui mardi dernier. C'est à la fois une trahison du droit d'asile, évidemment majeure, une trahison majeure du droit d'asile, et c'est à la fois une trahison des hommes. 1985, François Mitterrand décide de laisser venir en France une centaine d'activistes italiens condamnés. Rome sort alors à peine des années de plomb. L'État, traumatisé par les brigades rouges, a multiplié les lois d'exception et les procès expéditifs. C'est pour cela que les pays voisins de l'Italie accueillent si facilement les activistes condamnés. En 1998, confirmation de Lionel Jospin. Mon gouvernement n'a pas l'intention de modifier l'attitude qui a été celle de la France jusqu'à présent. Mais depuis, la donne a changé. Plusieurs attentats attribués à l'extrême gauche ont frappé l'Italie. En 2002, le gouvernement Berlusconi reproche à la France d'être un repère pour criminels en fuite. Réponse immédiate. En août 2002, Paolo Persichetti, enseignant à l'université Paris 8, est extradé. Il était recherché en Italie pour complicité de meurtre et condamné à perpétuité. Rome a déjà demandé l'extradition de Cesare Battisti en 1991. La Cour d'appel de Paris avait alors refusé. Pas d'inéligibilité pour Renaud Denedieu de Vabre sur le dossier du financement du Parti républicain. Le tribunal correctionnel de Paris vient de le condamner à 15 000 € d'amende. François Léotard, lui, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Quant à Alain Afflelou, l'homme d'affaires, il a, lui, été innocenté dans ce dossier. Fait rare, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin est sorti de sa réserve aujourd'hui en visite en Bourgogne pour soutenir la liste de gauche au régional. Lionel Jospin a été très critique vis-à-vis de la politique du gouvernement Raffarin. On écoute tout de suite l'ancien Premier ministre. On a rarement vu depuis longtemps une politique aussi étroite, aussi faite pour des avantages particuliers, autant inspirée par un clan. Et donc c'est un peu incompréhensible, les Français ont du mal à le comprendre. Donc ils ont eu une occasion de s'exprimer aussi. Les enjeux sont régionaux partout, en Bourgogne et ailleurs, mais je pense qu'il faut adosser ce vote à quelque chose de plus profond. Voilà, Lionel Jospin qui est donc sorti de sa réserve tout à l'heure en Bourgogne. En visite demain à Brest, Jacques Chirac sera attendu de pied ferme par les riverains de la base militaire de Landivisiau. La population voisine du site militaire ne supporte plus le bruit des avions et les vapeurs de kérosène. Isabelle Rio, Gabriel Camilla. La commune de Baudilly et sa campagne, la base de Landivisiau et ses avions militaires. Plus de 100 décibels à 2 pas des habitations. L'arrivée du Rafale en 2000 sur la base aéronavale ne passe toujours pas. Le gouvernement demande tout simplement qu'ils nous prennent en considération, qu'ils ne nous oublient pas, parce que pour le moment nous sommes oubliés de la nation, oubliés, laissés pour compte. C'est tout. Et pourtant, les riverains en ont vu et entendu des avions depuis la création de la base en 63. Agriculteurs, Yvon et son épouse refusent de quitter la commune où ils sont nés, mais en paient le prix. Quand on se couche vers 20h, 20h30, on n'arrive pas à trouver le sommeil avant 23h. Et c'est insupportable, on n'arrive plus à se lever. Et après, on ne peut plus se concentrer à l'école. Les résidus de kérosène et son lot d'oxyde inquiètent tout autant ce pépiniériste qui s'en est ému auprès des militaires. Je leur signale que c'est irrespirable. Ils me répondent, mais monsieur, c'est normal, il n'y a pas de vent, donc pas de ventilation. Ils ont continué. Notre santé, pour eux, ils s'en foutent. Ils étaient nombreux à manifester leur colère au plus fort des entraînements, 10 rafales qui ont pratiqué jusqu'à 100 à pontage certains jours avant leur départ sur le Charles de Gaulle. Début 2002, la Marine nationale propose une charte de qualité sonore, une contrainte à entendre le commandant de la base. Déjà, en se limitant dans des horaires, moi ça peut me gêner, parce que si on me dit vous ne pouvez pas voler de nuit au-delà de minuit, si par hasard on a un exercice à mener ou si par hasard on doit embarquer le lendemain à bord du porte-avions, qu'on doit faire un entraînement, ce sera une gêne. Une charte que refusent pourtant de signer les maires des 6 communes concernées, faute de considérer le préjudice économique qu'ils disent subir.
Les grandes campagnes de lutte contre l'alcool au volant semblent porter leurs fruits. Selon une dernière étude, les Français auraient diminué leur consommation d'alcool de 4%. Côté sécurité, on peut s'en réjouir, mais les restaurateurs voient cette baisse d'un très mauvais œil. Djilali Belaïd, Michel Levasseur. La boisson tendance dans ce restaurant parisien, comme sur beaucoup de tables françaises, c'est ça. La carafe d'eau prend de plus en plus souvent la place de la bouteille de vin. Peur du gendarme ou souci pour la santé, chaque consommateur tient sa bonne raison. Il y a deux choses. La peur du gendarme et de la suppression des points de permis. Je pense que ça, malheureusement, ça joue. Mais aussi, je pense qu'il y a une meilleure éducation et je pense qu'un certain nombre de gens se sont rendus compte que cigarettes et alcool, c'était pas top pour la santé. Je pense qu'il y a une hygiène de vie qui est devenue importante pour pouvoir tenir le rythme. L'année dernière, la vente de spiritueux a diminué de plus de 4%, ce qui correspond à 2,22 litres d'alcool pur en moins par habitant et par an. Une diminution qui n'enchante guère les restaurateurs. On vend beaucoup plus de demi-bouteilles de vin, par exemple, que de grandes. Les digestifs sont moins fréquents. Ah, moi, c'est évident. Moi, le midi, les gens ne prennent plus d'apéritif. Et ils prennent directement un peu de vin. Je sers du vin en quart et je sers du vin au pot. Et ils prennent ça en mangeant. Conséquence, la vente de vin dans les bars et restaurants baisse de 10 à 15%. En discothèque, la consommation d'alcool fort diminue même de 25%. La profession envisage maintenant de réclamer des aides à l'État, comme les buralistes l'ont fait il y a quelques mois. Ce que nous craignons aujourd'hui, alors que l'effet Sarkozy semble derrière nous, c'est une augmentation des taxes. Seul réconfort pour les restaurateurs, le consommateur boit moins mais mieux, mais cela ne comble pas le manque à gagner. N'oubliez pas que vous avez encore quelques heures jusqu'à ce soir minuit pour payer votre premier tiers provisionnel de l'impôt sur le revenu. Une fois de plus, le télescope Hubble, pourtant menacé, nous prouve qu'il est capable d'aller toujours plus loin dans la connaissance de l'univers. Grâce à lui, des scientifiques ont pu observer la galaxie la plus éloignée et donc aussi la plus ancienne découverte à ce jour. Nicolas Châteauneuf. 3 petits arcs rouges difficiles à identifier, mais qui sont en fait 3 reflets d'une seule et même galaxie, la plus lointaine jamais observée. Tellement lointaine que sa lumière a mis 13 milliards d'années pour nous parvenir, et encore déformée et amplifiée par d'autres galaxies placées sur son chemin. Un effet de loupe qui nous permet de plonger 13 milliards d'années en arrière. À cette époque, la Terre n'existait même pas, et les étoiles éclairaient depuis peu notre univers. Ça nous permet de voir comment se sont formées les galaxies, comment étaient les galaxies il y a 13 milliards d'années. Et petit à petit, en allant de plus en plus loin, d'essayer de comprendre comment l'univers s'est formé. Une découverte réalisée par une équipe internationale grâce au télescope spatial Hubble. Menacé de retraite anticipée par la NASA, le satellite est pourtant à l'origine de presque une avancée par semaine. La dernière concerne Osiris, une planète extrasolaire chez laquelle une équipe française a décelé du carbone et de l'oxygène. Son atmosphère est littéralement soufflée par l'étoile voisine, un scénario catastrophe qu'a sans doute connu notre Terre dans sa prime jeunesse. Une découverte étrange sur Terre, cette fois près de Londres, en Angleterre. Un animal conservé dans du formol a été retrouvé sur des étagères dans un garage. Ceux qui l'ont approché parlent d'un spécimen de dragon, mais là, on a le droit de rester sceptique. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Regardez. Un bébé dragon à la chair blanchâtre dans un flacon de formol et la légende peut commencer. 50 à 60 cm de haut, des ailes presque transparentes, une tête de reptile, des griffes acérées et une queue de serpent, tout y est, presque de quoi donner des cauchemars à de jeunes enfants. Redécouvert il y a quelques semaines dans un garage lors d'un déménagement, l'histoire de cette chose tient à la fois du canular et de la mystification. Alors il y a 3 solutions. Soit c'est du caoutchouc, soit c'est de la cire, ou alors c'est un vrai animal. Et dans ce cas, je pencherai pour un poulet mutant. Oublions le poulet mutant pour nous intéresser aux documents apparemment trouvés dans le même coffre en bois. Des lettres datant de 1895, il y a presque 110 ans, écrites pour moitié en anglais, pour moitié en allemand, qui racontent l'histoire d'une véritable mystification. C'est peut-être un complot des Allemands pour tromper et ridiculiser la communauté scientifique britannique. Le fantôme, comme il l'appelait, devait être envoyé d'Hambourg à Londres au musée d'histoire naturelle.
Tromperie ou canular entre scientifiques. Au Muséum d'histoire naturelle de Londres, où sont conservées dans le formol des milliers d'espèces, la légende voudrait qu'après quelques années passées dans ces salles à la fin du 19e siècle, le dragon, jugé peu crédible, ait été envoyé à la poubelle. Récupéré discrètement par un employé, il aurait alors passé plus de 100 ans dans un garage avant de ressortir de l'ombre. Les adeptes du ski sont toujours à la recherche de nouvelles sensations. La dernière en date, le ski de nuit. De plus en plus de vacanciers se lancent sur les pistes à la nuit tombée. Moins de monde, plus de liberté, des paysages différents. Expérience à Champs-Rousse en Isère, Nathalie Sapena, Mathias Baroin. La nuit, tous les skieurs ne dorment pas. Sur les pistes de Champs-Rousse, certains s'éclatent au clair de lune. Il y a une ambiance particulière. Hein. Puis bon, c'est calme, il n'y a personne. C'est vraiment formidable parce que la montagne elle est rien que pour nous. Donc ça c'est vraiment formidable. À cette heure-là, ils doivent grimper à ski de randonnée. Et ça se mérite. 1h30 pour arriver au sommet, à 2200 mètres d'altitude. De là, ils dominent Grenoble, qu'ils viennent de quitter après une journée de travail. Ce silence est parfois troublé par les rugissements de la machine qui prépare les pistes pour le lendemain. Un bruit synonyme de danger à cause de ça. Un câble de 800 mètres de long qui soutient la dameuse dans les pentes raides. Un câble parfois traître. Aussi bien il peut être dans la neige, on ne le voit pas, donc les skieurs passent dessus, ils s'en rendent même pas compte, comme il peut se trouver à 50 cm du sol, 20 cm, 1 mètre, 1 mètre 50. C'est sûr que c'est assez dangereux. Mais bon, on ne peut pas empêcher les gens de faire un peu de montagne. Car faire de la raquette et du ski la nuit est parfaitement autorisé, même quand le domaine skiable est fermé, et toutes les méthodes de glisse sont permises. Je vais descendre en luge. Il est là. Un petit sac poubelle et on se laisse glisser. C'est super simple. Dans quelques instants, vous retrouverez Olivier Mazerolle pour son émission 100 minutes pour convaincre. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors à 2 mois des élections régionales, vous avez choisi comme thème de cette émission le vote, à quoi cela sert-il? Et pour y répondre avec vous, bien des invités de marque. Oui, Raymond Barre et Jacques Delors, c'est vrai qu'on entend beaucoup en France des propos désabusés sur le vote. Ça ne sert pas à grand-chose, droite ou gauche c'est pareil. Il y a les affaires, est-ce qu'on peut faire confiance aux politiques, ils ne tiennent pas leurs promesses, enfin plein de choses comme ça. Donc on a demandé à Raymond Barre et à Jacques Delors de venir nous donner leur avis. Puis, naturellement, ils seront interrogés par des journalistes de l'Express et de France 2. Ils auront beaucoup d'interlocuteurs, par exemple les politiques et la justice. Eva Joly, ancienne juge d'instruction, sera avec nous en direct d'Oslo. Les politiques, les gouvernements ont-ils, dans la mondialisation, la possibilité de tenir un rôle, d'influer sur le cours des événements? Eh bien, contradicteur, Sophie de Menton, qui est une chef d'entreprise libérale, puis Bernard Thibault, qui est le secrétaire général de la CGT. Enfin, la solidarité relève-t-elle de la charité ou au contraire d'une véritable politique gouvernementale? Interlocuteur Martin Hirsch, qui a succédé à l'abbé Pierre à la présidence d'Emmaüs France. Et puis la recherche, l'investissement sur l'avenir, eh bien contradicteur Axel Kahn, le généticien. Alors vous voyez, les politiques ont-ils encore un rôle à tenir ou bien finalement devons-nous simplement nous livrer au gré des événements sans ligne directrice? C'est la réponse tout à l'heure avec Raymond Barre et Jacques Delors. Merci, à tout à l'heure. Donc voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h55, donc 100 minutes pour convaincre, présenté par Olivier Mazerolle. Une soirée information sur France 2, puisqu'à 22h50, complément d'enquête consacré à l'affaire Executive Life. À qui profite l'arnaque? Une émission présentée par Benoît Duquesne. Minuit et demi, le dernier journal, Ève Mété. Et puis on se quitte sur ces images du carnaval du Tyrol. Il a lieu tous les 4 ans, un des plus importants des Alpes, une tradition qui se transmet de père en fils depuis bien des générations. Bonne soirée à tous sur France 2. À demain.